Et nous allons pouvoir commencer cette matinale sur le legal design. Après le premier succès de la matinale sur LinkedIn, on continue notre processus de formation pour les confrères et d'évangélisation. Donc merci à Sonia Koutchouk, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, de s'être engagée avec dynamisme et motivation dans ce projet. Et elle va vous expliquer ce qu'est le legal design. Et donc de votre côté, n'hésitez pas à poser des questions via le chat, et qu'on puisse avoir une réelle interaction. Et donc, je souhaite la bienvenue aux avocats du barreau des Hauts-de-Seine, mais aussi aux avocats extérieurs, puisque j'ai vu qu'il y avait des gens de divers barreaux en France, donc c'est plutôt positif. Voilà, donc n'hésitez pas à relayer et à faire la promotion de nos matinales d'Avocat Lab 92. Merci à tous. Bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélissa et je travaille aux côtés d'Alexandre sur l'organisation de ces matinales. Je ne suis pas avocate, donc petit disclaimer d'entrée. En revanche, je connais pas mal certains outils qui ont trait au legal design, donc j'interviendrai surtout à la fin de cette présentation. Juste pour ficeler un peu cette matinale au sein du programme qui est celui des matinales du barreau des Hauts-de-Seine et d'Avocat Lab 92. On a effectivement commencé par LinkedIn. Pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, vous les retrouvez sur Matoc 92, il me semble, et sur le YouTube du barreau. Je laisserai Alexandre mettre les infos, on les remettra à la fin. Pour les participants. On a parlé de LinkedIn dans l'objectif de savoir mettre en lumière ses compétences, ses expertises, être en mesure de valoriser son profil et valoriser vos expertises à travers une certaine activité de publication sur LinkedIn pour développer son réseau, d'autres multiples raisons. Et aujourd'hui, on va aborder le legal design. Alors, le legal design, sans vouloir l'expliquer avant l'explication de Sonia qui sera beaucoup plus complète. Le legal design s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a fait avec LinkedIn, dans la mesure où on va vraiment se pencher sur comment est-ce qu'on peut adopter un langage clair, comment est-ce qu'on peut rentrer en empathie avec ses prospects, ses futurs clients ou ses clients actuels pour bien comprendre leurs problématiques, pour bien leur expliquer ce à quoi ils ont droit, comment, donc faciliter en fait l'accès aux droits de nos clients, ainsi que pour, encore une fois, mettre en valeur ses expertises, ses connaissances, les partager au sein de son réseau et donc continuer à mettre en valeur tout ça. Donc ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a vu avec LinkedIn. Et petit teasing sur la prochaine matinale, puisqu'elle s'inscrit également dans ce processus, qui sera sur comment créer son site web avec des outils simples. Et là, on va un peu plus loin dans la visibilité avec potentiellement un site web. Également, avant de démarrer, aujourd'hui, on va parler vraiment de mise en valeur de ses connaissances, de partage de connaissances. On ne parle pas forcément d'utiliser le design pour faire un outil de démarchage. Donc, dans la mesure où vous êtes en train de partager des connaissances, vous devriez respecter la déontologie. Après, c'est à vous d'aller vérifier que ce que vous êtes en train de faire, ce que les vidéos que vous êtes en train de partager ou les infographies, etc., on va en discuter ensemble, respectent bel et bien la déontologie en fonction des sujets que vous partagez, de la façon dont vous les partagez. On va quand même essayer de vous partager un maximum d'informations aujourd'hui pour que vous puissiez être plutôt serein sur cet aspect-là. Rapidement, avant de démarrer, là, je vais vous demander dans le chat, et puis moi, je ne vois pas en fait forcément ce que vous écrivez dans le chat, donc c'est Alexandre et Sonia qui auront connaissance des réponses. Le legal design pour vous, et là, vous pouvez répondre A, B ou C dans le chat. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous n'avez pas encore eu l'occasion de le pratiquer? Est-ce que B, vous en avez beaucoup entendu parler, mais vous n'êtes pas vraiment au clair? Ou C, est-ce que la notion est complètement étrangère en fait? Aujourd'hui, vous êtes plus là par curiosité. Vous dites, tiens, qu'est-ce que le legal design? Je vous laisse inscrire ça dans le chat. A, B ou C? Ok. Pour l'instant, on a une majorité de A, je crois. Finalement, oui, c'est ça. J'ai réussi à
à regarder le chat sur mon téléphone. Ok, quelques C hein, quand même. Donc, on a une petite partie introductive pour vous remettre un peu au goût de ce que c'est. Ok, ça marche. Ok, et dernière petite interaction pour vérifier que vous êtes bien familier avec le chat et avec les outils que vous avez à disposition sur Teams. Est-ce que vous pouvez nous partager votre état d'esprit du moment avant de démarrer ce webinaire alors là, vous avez le choix, soit vous choisissez un emoji, soit vous choisissez un GIF. Donc, normalement, sur le clavier, vous avez un petit icône GIF ou un petit icône avec un smiley et c'est un emoji. Moi, je vais partager ça avec vous aussi. Ok. Il y a quand même des énergies positives. Ok, ça marche. Je vous laisse partager ça petit à petit. Donc, comme vous l'avez vu, Sonia est avec nous aujourd'hui et c'est Sonia qui va présenter une grande partie du legal design puisqu'elle va nous expliquer un petit peu ce qu'est le legal design et on va également avoir une partie plus témoignage, retour d'expérience sur comment, Sonia, tu l'utilises au quotidien. Du coup, je vais te laisser débarrer. Et puis, je passerai les slides pour toi, donc n'hésite pas si je suis un petit peu en retard ou quoi que ce soit. Merci Mélissa, merci Alexandre de m'avoir invité à partager effectivement à la fois ce qu'est le legal design, puisqu'on voit qu'un certain nombre de confrères savent de quoi il s'agit, mais n'ont pas forcément eu un usage pour l'instant dans la profession qui est la nôtre. Alors, ce qui est intéressant avec le legal design, c'est que c'est quand même une notion qui a été, on va dire, mise en lumière par une consoeur américaine qui, à Stanford, a pu travailler avec le laboratoire de design de Stanford et qui s'est dit qu'il y avait de quoi combiner justement à la fois le droit et le design. Alors, on va se dire comme ça dans un premier temps que c'est des domaines qui traditionnellement n'ont pas d'interaction et pourtant elle lui a trouvé, elle, 3 interactions principales. D'abord la culture expérimentale, c'est-à-dire le fait que grâce au design, on va, nous, avocats, être dans quelque chose de très avant-gardiste. Le deuxième point, c'est l'innovation centrée sur l'utilisateur, qui est quelque chose de très innovant, on verra tout à l'heure dans les développements, c'est-à-dire mettre vraiment l'accent sur le client, le profane, qui doit utiliser les systèmes juridiques et donc centrer voilà, l'explication qu'on va lui fournir sur lui. Et puis enfin, de nouvelles voies pour le travail juridique, et c'est là où c'est hyper intéressant pour nous en ce moment avec cette actualité qui nous concerne particulièrement avec des tribunaux, par exemple là le CPH fermé, avec des juridictions à l'arrêt, c'est-à-dire créer un nouvel environnement finalement du droit, avec une accessibilité plus grande et tout ça va faire partie de son développement et je vous invite à consulter son site internet, on mettra les références Mélissa sur Margaret Hagan parce que c'est effectivement une culture complètement différente qu'elle a intercroisée et je pense que c'est hyper intéressant d'avoir cette vision tout à fait nouvelle. Le design, c'est quoi? Parce qu'il faut effectivement commencer par ça. Le design, c'est créer des objets intuitif, attrayant. C'est quelque chose effectivement qui permet à l'utilisateur de les utiliser de façon pragmatique. Donc, je vous ai mis une petite définition de Sketchlex que je trouvais intéressante. C'est donc un ensemble de méthodes permettant de concevoir des documents et des services juridiques compréhensibles. Donc, c'est la plupart du temps, pour le commun des mortels, le legal design, c'est les infographies jolies. Voilà. Il faut être clair. Alors, évidemment, c'est la première strate quand on commence, parce qu'effectivement, ça nous aide, nous, à rendre les choses plus agréables à regarder. Mais le fond du legal design, c'est quand même de se poser la question de quelle méthode on choisit, pour quel document, pour quel service et dans quel but. Donc, quelle méthode, on va le voir. Hein, donc, c'est le langage clair.
c'est le service design, c'est les schémas, les visuels, et donc ça, c'est effectivement ce qui est le plus basique, mais c'est surtout pour concevoir des documents. Et ce qui est, je trouve, passionnant, c'est que c'est tout type de documents, que ce soit des courriers, des contrats, des notes de synthèse, des manuels, des conditions générales de vente, voilà, tout se prête au legal design dans toutes les matières, et là aussi c'est intéressant, dans tous les types de services qu'on peut rendre à nos clients, que ce soit une aide à la décision, que ce soit l'exécution de procédures. Vous verrez, j'ai mis des petits schémas en exemple après, donc je pense que c'est voilà, c'est dans toutes les matières, ça concerne tous les avocats, dans tous les domaines d'activité, qu'on soit petit avocat, grande structure, voilà, ça fait partie d'un schéma global, d'un changement de positionnement qui est, à mon sens, tout à fait intéressant. Et ensuite, quel est le but ? C'est le côté compréhensible, c'est-à-dire que souvent, ce qu'on se dit effectivement, c'est que les documents des avocats sont pas faciles à lire, pas faciles à comprendre, évidemment pas faciles à mémoriser. Parfois, on a des difficultés à naviguer dans les processus, les procédures, et donc ça sert principalement à rendre clair, d'où le langage clair dont on parlera également, et à économiser du temps sur la compréhension. Donc, c'est vrai que ce qui va aujourd'hui pour vous être peut-être quelque chose de difficile, c'est il faut vraiment changer d'approche. Et peut-être, Mélissa, tu passes à la slide sur le process, parce que c'est un process de legal design. C'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste des jolis dessins. C'est vraiment structuré, c'est-à-dire que Margaret Hagan nous explique. Alors évidemment, son bouquin qui est en ligne, qui est accessible à tout le monde, est gratuit, en anglais évidemment, mais c'est accessible à tout le monde. Elle décrit tout un processus assez long. J'ai essayé de vous résumer avec ce petit schéma qui est... C'est une utilisation centrée sur l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, c'est quoi? C'est notre client, notre prospect, comme disait Mélissa. Il faut qu'on détermine à qui on va s'adresser. Donc, c'est-à-dire qu'on sache, nous, en tant qu'avocat, dans quel domaine on intervient et quel est notre utilisateur type. Sachant que Margaret Hagan, elle a une définition de chaque utilisateur en fonction de sa propre... voilà, de son propre intérêt. Elle va déterminer celui qui est très proactif, celui qui au contraire a besoin qu'on l'aide à la décision, celui qui aime qu'on le guide, celui qui au contraire est aussi un juriste et qui a besoin simplement voilà, d'éléments concrets. Donc elle va vraiment serrer les types d'utilisateurs pour définir, elle, le service qu'elle va lui proposer. Et donc, c'est souvent ce qui s'appelle, chez un certain nombre de confrères qui ont créé des legal tech spécifiques pour promouvoir le legal design, c'est la carte de l'empathie. Donc, on va vraiment s'intéresser à ce client sous cette façon-là de comment je l'aide à améliorer effectivement la compréhension du problème juridique, mais aussi comment, grâce à lui, je sais de quel service il a besoin. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours en tant qu'avocat ce qu'on a comme, spontanément comme ambition. Nous, on le reçoit, on l'écoute et on se dit, tiens, voilà, j'ai compris son problème juridique et je vais calquer la réponse juridique par rapport à ce que je sais faire, moi, en tant qu'avocat, et on ne fait peut-être pas le pas de côté. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'avantage, on va dire, d'être formé au mode amiable, et que dans les modes amiables, on est très centré sur les participants en médiation ou nos clients dans le processus collaboratif, par exemple, où on s'attache effectivement aux besoins de la personne. Et donc là, on rejoint dans le legal design cette fonction de besoin, et donc on s'attache effectivement à être en empathie avec lui pour lui poser des questions sur ce qu'il attend, ce qu'il veut faire, comment est-ce qu'il veut interagir. La deuxième phase, c'est la cartographie du processus. Alors, ça peut être effectivement le parcours émotionnel, le parcours utilisateur. Et donc là, on va définir le problème qu'il rencontre et comment est-ce qu'on peut le solutionner. La troisième phase, c'est la création. Alors moi, au lieu de brainstorming, j'ai mis remue-ménage parce que c'est vrai que c'est très canadien et que les Canadiens sont aussi fans du langage clair. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc cette phase, elle est hyper intéressante parce qu'en gros, il ne faut pas la travailler seule. Alors c'est vrai, quand on est en équipe, c'est quand même super sympa de pouvoir échanger sur un storyboard, sur une carte mentale, sur voilà, tout ce qui nous vient, tout ce qui est créatif et imaginatif. Et c'est en ça que la croisée du design et du droit est formidable, c'est-à-dire qu'on change complètement d'optique de travail et on essaye d'interagir avec le client sur
ce qui pourrait lui convenir. Et du coup, on passe à l'étape suivante qui est ce qui s'appelle la répétition du processus. C'est-à-dire quand on a testé notre idée, qu'on a bien trouvé la mise en valeur de la problématique que l'on rencontre, problématique juridique, on fait une matrice de révision. C'est-à-dire on pose des questions à notre utilisateur. Est-ce que ça lui convient? Est-ce que c'est pour lui adapté à la question qui se posait? Et donc, voilà, ensuite, on arrive à l'étape suivante qui est l'évolution continue, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a trouvé, on améliore parce que, on avait prévu ça pour tel client, finalement, c'est adaptable à d'autres clients, on adapte le processus et on revient et on refait éventuellement la carte de l'empathie et c'est une roue infinie et c'est ce que dit Margaret Hagan, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration du processus sans cesse. Et donc, voilà, c'est un schéma qui est, je pense, très, très intéressant. Si tu veux bien passer à la slide suivante, Mélissa. Parce que, voilà, c'est vraiment une utilité pour les avocats de rendre les utilisateurs des services juridiques plus autonomes et intelligents, de leur fournir des étapes du processus juridique de leur point de vue à eux. Et c'est vrai que souvent, on oublie qu'on ne se pose pas assez la question de comment notre utilisateur voit le système juridique. Quand vous posez la question, et je crois que le CNB l'a fait il y a quelques années, quand vous posez la question à nos clients, en fait, ils ne comprennent pas le langage juridique, souvent ils ne comprennent pas les contrats qui signent, y compris les conventions d'honoraires, et donc c'est vrai que c'est intéressant pour eux aussi de savoir quel est le schéma. Alors, je ne sais pas, le cursus d'une procédure judiciaire, le cursus d'une expulsion, comment remplir un document. Voilà, tout ça, c'est du langage compliqué pour eux et je trouve que voilà, ça favorise aussi la relation de collaboration entre le client et l'avocat. Alors, peut-être que certains confrères des grandes structures, c'est habituel pour eux ce travail peut-être plus interactif. Pour nous, les petites structures et puis pour les domaines d'intervention comme les miens, le droit de la famille, c'est vrai qu'on est moins dans l'interaction, on est plus dans le fait que voilà, on sait faire en tant qu'avocat le processus judiciaire et on ne s'interroge peut-être pas suffisamment sur ce que lui, il souhaite et ce que lui, il veut. Donc, les MARD amènent toutes ces techniques et donc le legal design apporte ces techniques. L'autre point important, c'est aussi de donner une vue d'ensemble, c'est-à-dire on lui fait comprendre tout le contexte, ce qui va avec. Et ça, c'est aussi important de voir, voilà, de faire un petit peu de recul. Et la phrase que j'aime bien de Margaret Hagan, c'est « simple in the front et smart in the back », c'est-à-dire qu'effectivement, on essaye de faire intelligent à l'arrière, c'est-à-dire de réfléchir au processus pour que ce soit compréhensible devant, mais que derrière, ça ne soit pas simpliste. Et le reproche que j'entends souvent sur le legal design, notamment dans les petites infographies, c'est le côté simpliste. Et les avocats n'aiment pas ce côté simpliste, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'abaisser, entre guillemets, à, voilà, nous, on a fait 8-10 ans d'études et on ne va pas simplifier. Si aujourd'hui, on est dans ce mode-là, il faut vraiment prendre le train en marche. Il faut qu'on rende notre contenu compréhensible, disponible sous tout un tas de modes parce qu'on a des utilisateurs différents. Ce n'est plus les mêmes utilisateurs qu'il y a ne serait-ce que 10 ans. Les gens ont accès à de l'information. Ils n'ont pas le même degré d'ailleurs d'exigence, mais on voit qu'ils sont exigeants parce qu'ils ont de l'information. Parfois, évidemment, elle est vieille, ils sont allés regarder un site qui est périmé, mais parfois ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent et ça nous aide, je pense, à avancer avec. C'est un outil, le legal design, pour essayer justement de faire différemment. Alors, je vous ai mis quelques exemples, si Mélissa, tu veux bien passer. Voilà, je vous ai mis un exemple que j'ai trouvé très intéressant de la Assas Future of Law. Vous savez sûrement qu'il y a plein d'universités qui ont développé des cliniques et qui utilisent énormément sur les réseaux sociaux le legal design, alors, de façon effectivement simple comme les infographies, mais pas que, qui ont aussi réfléchi à cette compréhension, y compris pour leurs étudiants. Et c'est très intéressant de voir les étudiants de première année, les L1, où les techniques d'enseignement sont même fondées sur ça, sur le langage clair, parce que, y compris la Cour de cassation s'est mise à améliorer la compréhension de ces arrêts. Évidemment pour les étudiants, mais pour le commun des mortels. Et donc voilà, la Assas Future of Law vous a fait un petit schéma de créer son entreprise en ligne. Et ça, c'est typiquement le parcours utilisateur dont je vous parlais tout à l'heure avec la fameuse roue, c'est un peu la roue de Deming. Donc la fameuse roue pour, voilà, on s'est interrogé, ils se sont interrogés sur quelle est la forme,
il faut rédiger les statuts, fixer le siège social, etc., etc. Et vous voyez que c'est tout le parcours utilisateur simplifié, mais en même temps, toutes les infos y sont. Donc, ce n'est pas simpliste, mais c'est vrai que pour le futur créateur d'entreprise, il voit le cheminement. Et c'est d'autant plus important que, là encore, beaucoup de clients sont visuels. Et on oublie, on n'est pas que effectivement dans la compréhension d'un document écrit, on est aussi dans du visuel. Donc ça je trouve que c'est intéressant. Sur la slide suivante, je voulais juste te dire que c'est tellement plus simple que 10 pages de dossiers avec des formulaires tels qu'on a l'habitude dans l'administration. Et moi qui ne suis pas avocate, je peux faire le retour, comme quoi c'est vraiment nécessaire. Ben oui, c'est vrai. Et puis bon, c'est vrai que c'est pour le coup des créations d'entreprises, c'est compliqué. Déjà, en France, c'est pas simple. Donc là, c'est un parcours qui est intéressant. Donc moi, j'ai fait cet exercice pour mes clients. C'est vrai que moi, de longue date, j'ai toujours fait des schémas. Moi, je suis une fan des schémas. Pour expliquer à mes clients, j'ai retrouvé dans mes archives, en triant cet été, les schémas que je faisais il y a plus de 15 ans, parce que voilà, malheureusement, j'ai un certain nombre d'années d'exercice. Et donc, j'ai toujours fait des schémas. Après, j'ai fait des plus jolis schémas grâce à Word, après avec PowerPoint. Alors, depuis que j'ai trouvé des outils dont parlera Mélissa, voilà, je m'éclate à faire des trucs compréhensibles. Et donc là, voilà, typiquement, divorcer par consentement mutuel. Voilà, j'ai essayé de rendre ça facile pour mes clients pour qu'ils visualisent les étapes, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué pour un client que les étapes, que ce soit judiciaire ou hors judiciaire, parce qu'il a besoin de structure et c'est normal, on est tous comme ça, on a besoin de savoir où on va. Et l'intérêt de ça, c'est que quand je leur remets, ils n'ont pas besoin de m'appeler 15 000 fois pour me dire mais là, on en est à quelle étape et qu'est-ce qu'on fait, où on en est, on va où. Ils ont ce schéma, ils se disent bon, voilà, là c'est bon, c'est réuni, il va se passer ci, il va se passer ça. Et voilà, ça suit son cours. Donc, c'est utile et j'ai un excellent retour de mes clients qui apprécient beaucoup d'avoir ces visuels. Voilà. J'en ai fait un autre qui est le calendrier des étapes. Donc, vous voyez, là, c'est le divorce par consentement mutuel, qui est malgré tout un peu complexe parce que, justement, c'est moins habituel que la procédure que peut-être dont tout le monde a entendu parler. Mais là encore, j'explique toutes les étapes jusqu'à la remise du dossier. Et là encore, voilà, les clients sont contents de savoir comment ça fonctionne. Et puis le petit dernier, c'est celui que j'ai fait pour la médiation, parce que là encore, je suis médiateur par ailleurs, et les participants ont envie de savoir comment ça se passe. Bon, alors vous verrez tout à l'heure que j'ai d'autres outils pour leur expliquer, mais ça, c'est vraiment typiquement un relais formidable pour juste comprendre ce qu'est une médiation et comment ça se déroule. Et vous voyez, ce n'est pas très compliqué, il n'y a que quelques images, quelques textes, et pourtant, voilà, en 2 minutes, on a lu et on a compris de quoi il s'agit. Donc voilà, ce que je vous fais repasser comme message sur le legal design, c'est que c'est facile de s'y mettre. Il faut se mettre dans la peau de l'utilisateur, c'est-à-dire réfléchir pour vous. Alors moi, je prends l'exemple du médecin. Quand on va chez un médecin, voilà, il a le type de langage qu'un avocat peut avoir, des choses qu'on ne comprend pas, un process qu'on ne comprend pas, et on aimerait peut-être que des fois, il nous explique clairement, peut-être même avec un schéma, en disant, voilà, vous allez avoir tel examen, vous allez aller à tel endroit, il va se passer telle chose. Là, c'est la même chose pour l'utilisateur. Quand on l'interroge, il a besoin maintenant, et c'est vraiment clairement dans les besoins des utilisateurs et des clients, il a besoin de comprendre où il va. Et on n'est plus le sachant absolu qu'on ne remet pas en cause. Enfin, en tout cas, c'est le retour d'expérience que j'ai de beaucoup de confrères avec lesquels je discute, c'est que voilà, il y a besoin d'interaction et que c'est un super moyen d'interagir. Ok. Merci Sonia. Moi, j'entends qu'il y a effectivement, dans tout ce que tu nous as partagé, une vraie nécessité de langage clair, qu'il y a également le fait d'intégrer le point de vue du client et aussi le fait que c'est un processus, tu l'avais dit au début, itératif, donc c'est-à-dire que c'est un peu sans fin. Ouais. On est en permanence en train de se questionner sur quel message on envoie, comment on l'envoie, pour essayer d'améliorer la compréhension. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est que au-delà de tous les avantages qu'on avait perçus au début, c'est-à-dire se mettre en visibilité, mieux comprendre son client, mieux répondre à sa demande, faire en sorte d'être plus compréhensible, il y a également le fait que tu gagnes du temps, tu l'as dit un peu entre les lignes, mais du coup, le client ne te rappelle pas
5 fois pour te demander où il en est, c'est quoi la prochaine étape, parce qu'en théorie, il a quand même beaucoup mieux compris du premier coup. Absolument. Absolument. Donc, il y a aussi cette notion-là. Ouais. Okay. Il y a cette notion-là. Et puis, il y a la notion d'adaptabilité de ce process à tout type de document. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ma première question, c'était en droit de la famille. Bon, à part les infographies, qu'est-ce que je fais? En fait, on peut faire effectivement, par exemple, dans les conclusions. Dans les conclusions, moi, j'utilise maintenant le langage clair. J'utilise des mind maps pour faire même expliquer de façon concrète. Par exemple, avec une mind map, là, j'ai des dossiers de succession très compliqués avec plein de parties, d'intervenants, des choses qui sont contestées. Mais c'est beaucoup plus simple de faire une mind map où le client voit ce que je comprends et on ajuste ensemble et je le calque dans les conclusions pour les magistrats parce qu'eux-mêmes, et là encore ça ressort d'une étude qu'a fait, je crois, un confrère parisien pour le CNB, même les magistrats ont envie de langage clair, c'est-à-dire 50 pages d'écriture, de blabla qui se répètent, même les magistrats, enfin surtout les magistrats, puisque c'est eux qui nous lisent, ils ne veulent plus de ça. Donc je pense que l'intérêt d'une mind map, c'est par exemple, effectivement, qu'on puisse aussi plaider plus facilement en ayant une trame, mais parce qu'il y a une compréhension aussi avec un langage clair et que ça nous aide à ordonner nos propos. Et puis après, c'est quelques exemples simples, c'est la convention d'honoraires. Si vous transmettez la convention d'honoraires que nous fait le CNB aux clients, ils partent en courant. On ne comprend rien, on ne sait pas où on va, et pour un client, c'est anxiogène. Donc là encore, le langage clair, c'est quoi? C'est lui expliquer la mission, les honoraires, etc. en langage clair, parce que lui, ce qu'il veut, c'est savoir où il va, qu'est-ce que ça comprend, et voilà. Et donc c'est un effort, évidemment, pour beaucoup d'entre nous, parce que ce n'est pas notre métier, on n'a pas appris tout ça. Nous, on sait faire du droit. Le reste, tout ce qui est accompagnement, marketing, on ne sait pas faire. Et donc, c'est intéressant avec le legal design de se poser autrement, de faire le petit pas de côté et donc de rédiger, y compris en langage clair, des conventions d'honoraires. Ok. Merci Sonia pour cette mise en contexte du legal design. Si vous avez des questions à ce stade, ça peut être intéressant de les entendre. Vous pouvez utiliser le chat. Ceux qui sont le plus à l'aise d'entre vous, vous pouvez décrocher votre micro. On ne dit pas décrocher, hein, on dit activer son micro. N'hésitez pas, on répondra à vos questions avec plaisir. Je vous ai mis des exemples de mind map également dans le chat pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble. Comme je ne vois pas de questions apparaître, j'enchaîne et puis on s'arrêtera s'il y en a. Sonia, moi je voulais également te faire témoigner sur aujourd'hui, toi, ton utilisation, parce que je sais que voilà, tu nous as parlé de globalement, hein, moi de ce que j'entends, il y a le langage clair qui est adapté à tout format de restitution, de documents, voilà, moi j'ai pas les termes, hein, parce que encore une fois, je suis une moldue de la profession, donc je suis tout à fait le client qui a besoin de ce langage clair. Donc des conventions, etc. Et il y a également toute la partie compréhension que tu peux apporter à tes futurs clients ou tes clients actuels à travers des infographies, des vidéos, etc. Donc j'aimerais bien un peu en savoir plus sur ton utilisation du legal design, et peut-être que pour commencer, tu pourrais nous parler un peu de ton élément déclencheur qui a fait que tu as commencé à t'intéresser en fait au legal design. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça fait très longtemps que j'aime faire des dessins, des croquis, des schémas, parce que je me suis depuis longtemps rendu compte qu'il y a cet aspect visuel qu'on oublie. Et justement, dans les modes amiables, on apprend qu'on a tous des intelligences différentes et que l'intelligence visuelle, elle est souvent oubliée. Donc ça, c'est effectivement, c'était mon premier point. Et l'élément déclencheur, ça a été le Covid, parce que finalement, pendant le premier confinement, j'ai eu un peu de temps, comme tout le monde. On a été tellement tous bouleversés par l'organisation à la maison que je me suis dit, je vais quand même me poser pour une fois et réfléchir à tout ce que j'ai jamais eu le temps de faire. Et typiquement, c'était
utiliser le langage clair pour reprendre mes petits schémas, mes petites formules que je faisais avant sous d'autres formats comme Word, pour essayer de m'intéresser plus avant au langage clair, parce que j'avais vu au Canada qu'il y avait des chartes de langage clair, le Plain Language américain qui s'est décalé au Canada. Donc le langage clair, j'ai vu qu'en Wallonie, il y avait des chartes de bonne conduite, de bonnes pratiques. Donc, ça m'intéressait beaucoup de savoir pourquoi en France, ça ne venait pas plus rapidement. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au fond du legal design, pas, comme je disais, ce qu'on voit en surface, mais vraiment à quelle est l'utilité de ce langage clair. Ok. Et toi, du coup, au-delà de ce qu'on a vu des infographies, tu utilises d'autres canaux. Il me semble que tu utilises la vidéo, le podcast. Quel canal tu utilises aujourd'hui pour faire ce legal design? Le déclencheur, ça a été effectivement que j'avais depuis longtemps envie de promouvoir les modes amiables de la même manière, de manière claire, parce qu'effectivement, même le terme mode amiable ne parle pas aux clients, aux utilisateurs. On ne sait pas ce que c'est la justice amiable. Donc, j'ai créé un podcast qui s'appelle Avomarde, que j'ai lancé au mois de juillet. Donc voilà, j'ai effectivement profité du confinement pour affiner ce podcast et qui est à viser du grand public pour expliquer ce que sont les mardes, à quoi elles servent, pourquoi elles sont utiles et ça m'a semblé complètement pertinent dans le cadre du confinement et de la crise sanitaire parce qu'en plus les juridictions et la nôtre en particulier ont été quand même très à l'arrêt. Donc, on a mis en place avec le barreau une ligne dédiée par mail Urgence Médiation 92. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas eu forcément le succès escompté initialement. Et c'est là que je me suis rendu compte que le podcast allait être une ouverture, une voie de développement à mon avis, extraordinaire, parce que d'abord, le podcast, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, à la mode. J'ai fait des épisodes assez courts d'une quinzaine de minutes pour que ça puisse être écouté facilement sans que ça soit quelque chose d'ennuyeux. Et c'était vraiment dans l'idée de promouvoir de façon claire les modes amiables, leur utilité, comment ça fonctionne, comment choisir sa stratégie avec son avocat, et vraiment tout ça à destination du grand public. Et puis, dans un deuxième temps, je me suis dit, les petites vidéos, alors je n'avais pas envie de me filmer parce que ça demande des compétences que je n'ai pas. J'ai beau être un peu geek, il y a quand même des limites. Et donc, je me suis dit, des petites vidéos, c'est un autre public que ça touche. Et donc, je me suis mise à faire des petites vidéos d'1 minute, parfois de 2 minutes et demie, sur, pareil, en langage clair, ce qu'est une procédure, ce qu'est une médiation, un divorce. Je suis en train d'élaborer différentes thématiques autour de mes matières principales pour expliquer ce que sont ces domaines et peut-être choisir avec les vidéos des thématiques particulières et pas forcément des process. Voilà, là, la dernière en date que j'ai mise en ligne, c'est la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. J'ai fait une petite vidéo d'1 minute avec quelques points saillants à viser d'éclairer les clients, les utilisateurs, d'ailleurs pas forcément mes clients, mais le public, sur ce que sont ces données qui sont compliquées. Parce que même contribution à l'entretien et à l'éducation, c'est pas un terme simple. Donc, qu'est-ce que ça recouvre? Comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on prévoit? Voilà. Ok. Écoute, j'allais te poser une question, mais je pense que tu l'as déjà bien abordée en filigrane. Encore une fois, les participants, n'hésitez pas à nourrir cette réflexion, ces questions-réponses. Mais comment est-ce que toi, tu perçois en fait que ça te rapproche alors de ton client existant? Je pense qu'on l'a bien compris. Comment est-ce que, vu qu'on parle aussi du fait que ça peut mettre en valeur c'est ce que tu sais faire auprès de futurs clients potentiellement, de futurs utilisateurs. Est-ce que toi, tu as ressenti que depuis que tu utilises en fait le langage clair, des infographies, etc., tu fais venir à toi peut-être des opportunités qui te ressemblent, notamment la médiation Alors oui, c'est que en fait, j'ai toujours en profitant de cette période qui est un peu bizarre, j'ai fait plein de tests. C'est-à-dire, j'ai créé un Instagram professionnel. J'utilisais Instagram à titre personnel, mais pas professionnel. Donc, j'ai utilisé Instagram à titre professionnel, ce qui fait que, effectivement, tout ce qui est visuel,
c'est vraiment le canal dédié hyper facile. Et donc, j'ai, entre guillemets, un champ de personnes complètement différentes qui me font des retours, qui sont intéressées, et certains m'ont contacté par ce biais-là. J'ai utilisé évidemment LinkedIn, qui est pour moi le réseau professionnel vraiment très important. Et là encore, non seulement ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà nos propres clients qui, du coup, sont très en retour en fait de ce qu'on peut partager quand c'est nos clients actuels. Ils apprécient d'abord le fait que leur avocat est visible, que leur avocat est compréhensible. Et donc ça, c'est aussi générateur de diffusion auprès de leur propre réseau. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, j'ai des demandes qui sont typiquement liées au fait que le langage clair, ça plaît beaucoup. Les gens apprécient qu'un avocat change sa posture. Alors, c'est vrai que la mienne, je l'ai changée depuis un certain nombre d'années parce que je fais du mode amiable et que voilà, c'était déjà un changement de paradigme complet par rapport à la profession classique d'avocat. Mais voilà, j'ai cette demande de la part de, voilà, parfois simplement de renseignements en disant voilà, ce que vous faites, c'est chouette, on comprend. Voilà, moi, je n'avais pas compris ci et ça, avec ça, je comprends. Et je pense que ça permet aussi de nous identifier comme étant pas l'avocat inaccessible. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il faut forcément être le copain de son client, ce n'est pas ça le but, mais c'est aussi de montrer qu'on se met à leur niveau. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui est important, c'est de se dire que ce n'est pas en sens unique en fait. Voilà. Et cette interaction, et c'est ce que dit Margaret Hagen sur l'empathie, cette interaction fait que c'est hyper intéressant d'avoir tous ces canaux d'échange. Voilà, la vidéo, c'est encore un autre canal, j'essaye. Bon, voilà, pour l'instant, j'ai quelques abonnés sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, je teste parce que c'est des canaux, ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas les mêmes besoins. Voilà, moi, j'ai des enfants aussi qui sont jeunes. Et donc, je vois ce qu'ils utilisent sur les réseaux, avec quoi ils échangent, quel est leur type d'information, canal d'information privilégié. Donc, je me dis, voilà, j'essaye tout ça. Et bon, finalement, voilà, chaque canal amène des types de clients différents. Et c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant de voir qu'on est un peu dans l'air du temps de sa communication. Il faut que ça vous ressemble. Donc, je ne dis pas que je maintiendrai tout, d'abord parce que ça demande du boulot et ensuite parce que ce n'est pas forcément simple en logistique. Mais voilà, j'ai essayé tous ces canaux pour voir ce que ça donne, quel est le retour et est-ce que les gens, ça leur plaît ou pas. Ok. Et donc là, finalement, tu as fait plein de tests, ce qui est complètement dans la démarche que tu décrivais au début, qui est la démarche expérimentale du design. Le design, Absolument. quand on dit design, pas design visuel, mais le design au sens large, qui demande en fait de se poser sur son utilisateur et d'adapter en fait d'adapter ce qu'on fait, ce qu'on produit à son usage. Absolument. Donc, tu dis que ça te prend du temps. Du coup, il y a peut-être des choses que tu vas garder, d'autres non. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens, en fait, de plus efficace ou c'est quoi les 2-3 canaux, peut-être, qui sont les plus efficaces pour toi? Alors, le canal le plus efficace pour moi, c'est clairement LinkedIn et on l'a vu avec la matinale que vous aviez présentée. C'est vraiment un outil très performant. Alors, il y a des règles à respecter, c'est comme dans tous les outils, mais il y a une grande visibilité, il y a le fait que tous les supports peuvent être utilisés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petites vidéos, on peut avoir des infographies, on peut faire des posts sur des problématiques techniques, soit aviser des confrères en langage entre guillemets classique avocat, soit aviser des clients ou des prospects. Et donc, c'est ce réseau que je trouve très intéressant et sur lequel j'ai énormément de retours. Après, bon, sur Instagram, j'ai maintenant, je sais pas, 300 et quelques abonnés alors que j'ai commencé il y a moins d'un an. J'ai d'autres échanges avec d'autres types d'utilisateurs et globalement, ils aiment bien le fait qu'il y ait voilà, des infographies. Les podcasts, ça marche très bien avec les utilisateurs Instagram. Donc voilà, je n'ai pas encore défini. Je m'étais donné un an, donc je verrai jusqu'à cet été un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais je crois qu'il faut s'écouter soi. C'est-à-dire, moi, j'ai fait le test de tout ça. Et après, il faut choisir le canal qui vous ressemble le plus, celui avec lequel vous êtes à l'aise. Ouais. Alors, je vais vous interrompre. Nous avons une question de Marie-Pascale Piu. Peut-on utiliser les outils de legal design de façon interactive avec les clients? Absolument.
Absolument, notamment les mind maps qui sont complètement facilement partageables. Ce que j'expliquais tout à l'heure sur les différentes typologies d'utilisateurs. Et en fait, il y a plein d'outils. Il y a les fameux tableaux blancs. Il y a, quand on fait le remue-ménage au brainstorming, on peut partager des tableaux blancs interactifs où on met ses idées. Donc oui, c'est très, très facile de partager avec les clients des outils via Internet de partage. Il y en a énormément. Alors, je crois que tu en as cité quelques-uns, Mélissa, tout à l'heure, mais voilà, il y en a énormément. Et des choses gratuites, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a énormément d'outils gratuits. Oui, on vous le mettra dans le chat et on vous le mettra dans les slides que vous recevrez suite à la matinale. Vous recevrez la petite boîte à outils. Nous, on va vous en présenter un plus particulièrement, mais on vous le mettra. D'ailleurs, à ce sujet, Sonia, on avait parlé de mettre pour inspiration. Donc, si vous voulez aller voir pour inspiration ce que fait donc Sonia sur LinkedIn ou sur Instagram, je pense que vous connaissez le chemin. On avait parlé de l'Exclair également. On peut peut-être regarder sur Google Images les différentes inspirations en fait, d'infographies qu'ils peuvent produire. On avait 2 autres noms et je ne les ai pas notés dans les slides. Sonia, je ne sais pas si tu les as en tête. Oui, bien sûr, c'est le cabinet Sagan, alors que tout le monde connaît bien, avec une consoeur qui est énormément sur les réseaux, alors sur LinkedIn énormément, mais elle a fait aussi un Instagram, et qui fait des infographies en matière de droit social. Et cette consoeur a la particularité donc d'avoir créé une legal tech sur le legal design, mais d'avoir créé aussi, et je crois qu'elle a gagné un prix sur mesindemnités.com, où elle facilite l'accès aux salariés au calcul des indemnités de licenciement. Et donc, elle dit que le legal design a eu un effet de promotion de son cabinet énorme sur les réseaux. Et vous verrez que ce qui est hyper sympa de sa part, c'est qu'elle a partagé tout ça de façon gratuite. Donc voilà, après on peut avoir les deux façons de procéder, c'est-à-dire se dire qu'on fait du legal design à destinée de ses clients uniquement et qu'on ne partage pas. Elle a partagé toutes ces infographies et son site est d'ailleurs super agréable, c'est tout dans les jaunes, c'est très, non mais c'est bien fait. Et je vois les posts en retour et les commentaires que font les utilisateurs et c'est très apprécié. Et puis, il y a une autre consoeur qui s'appelle Caroline Laverdet, qui est une consoeur de Paris aussi en droit IMO. Et elle a fait We Love Design. Et elle a, par exemple, designé des contrats de baux. Elle a designé une convention d'honoraires, voilà, des contrats. Et ce que tu disais tout à l'heure, l'Exclair, eux, ils sont dans le design beaucoup. Alors, la consoeur qui s'appelle Sophie Lapizardi est consoeur en droit public, en marché public. Et donc, elle design beaucoup des contrats et de la compréhension claire de gros contrats. Et je pense que le challenge initial ne devait pas être simple parce que c'est en général des pavés. Et donc voilà, c'est des utilisations concrètes de consoeurs. Alors voilà, évidemment, c'est des consoeurs. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder si c'était très féminin peut-être comme le legal design. Mais voilà, c'est des cabinets qui ont une expansion grâce à ces outils et qui ont un positionnement du coup un peu différent. Et je trouve ça aussi très intéressant. Ok, super. Je pense que du coup, les participants devraient avoir envie de se lancer dans le legal design et Stéphanie nous demande comment peut-elle se former à la mise en application. Alors Stéphanie, pour les infographies, moi, je vais commencer cette initiation là juste ensuite. Et moi, ce que je conseille, c'est d'aller voir des vidéos, des tutoriels, il y en a plein sur YouTube, même pour savoir réaliser des infographies ou voilà, demander à quelqu'un qui sait un peu bidouiller ce genre d'outils, c'est vraiment pas. En fait, c'est des outils qui sont faits pour être orientés à nouveaux utilisateurs. Donc, c'est des outils qui utilisent le langage clair d'une certaine façon et qui permettent à tout le monde de les prendre en main. Ce n'est pas des outils qui sont à destinée de designers, de personnes qui sont dans la créativité, dans le Photoshop et compagnie. Et après, pour la deuxième partie de ta question, pour se former vraiment à l'utiliser dans les actes et les documents. Alors, Sonia, je ne sais pas si tu as une piste. Il me semble que dans les cabinets que tu as cités, certains forment. Oui, voilà. Ils forment presque tous. Ils ont quasiment tous des schémas alors, plus ou moins détaillés de formation, okay. Soit simplement
ça s'appelle, de mise en relation pour commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, vraiment de pratique. Je crois que maintenant, c'est sous forme de petits ateliers, évidemment, en distanciel, pour travailler concrètement sur des thématiques. Donc, les 3 cabinets ont des Legal Tech associés à leur cabinet qui font de la formation. Donc, voilà, on peut se former. Ce que j'espère, c'est, et je croise les doigts avec l'EDAC, on en a discuté, c'est que ça puisse arriver jusqu'au barreau pour ceux que ça intéresse. Et donc, d'ailleurs, si vous êtes intéressé comme ça vaut peut-être la peine de nous faire remonter l'info pour qu'on dise, ben voilà, on a 50, 60, 100 personnes intéressées par le legal design pour les universités d'été, parce que ça peut faire partie aussi des modules de formation qu'on peut proposer. Super. Ok, bah, je pense que ça répond à la question. Merci Sonia. Je vous laisse, si vous avez d'autres questions, les poser dans le chat, quitte à ce qu'on vous réponde en parallèle dans le chat. Moi, je vais vous proposer du coup de vous montrer un petit peu un outil qui regroupe la partie, en tout cas, infographie, design, choses que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, LinkedIn comme Instagram et vidéo. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, je vais essayer de faire ça de façon efficace. Alors, je vais ouvrir, j'ai Canva qui est juste là et je vais vous repartager du coup mon écran. Hop. Tout petit peu de patience et ça y est, nous y sommes. Alors, est-ce que vous voyez mon écran de nouveau? Oui. Ok. Donc là, on est sur Canva. Alors, normalement, quand vous arrivez sur canva.com, on vous demande de vous connecter. Il se trouve que moi, je suis déjà connectée juste là. Vous avez une interface qui ressemble à ça. Moi, on me conseille déjà des choses. Voilà, ils savent, j'en fais beaucoup les designs, donc ils savent ce que j'utilise. Vous avez en fait voilà, différentes catégories de modèles de publication. Vous pouvez créer en fait énormément de choses sur Canva. Hein. Voilà, je vous montre ce que vous avez comme modèle, des choses pour les réseaux sociaux, des choses pour vous, pour votre perso. Alors, si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt encore à partager des infographies directement de droit, de compréhension sur votre LinkedIn, vous pouvez commencer par réaliser des faire-part, voilà, des petites vidéos d'anniversaire, des choses un peu pour vos projets perso. Sur Canva, juste pour vous faire la main, parce que ça peut servir à ça aussi, hein. Faire des calendriers, des flyers, des plannings, etc. Bon, c'est vraiment, c'est très, 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 très complet. Et surtout, Canva est gratuit. En fait, Canva, quand vous allez vous connecter pour la première fois, il va vous proposer de prendre un truc payant en essai, contourner, refuser, parce que sinon, vous allez devoir mettre votre donnée de carte bancaire et puis ils vont vous le... Enfin, ensuite, au bout d'un mois, si vous n'avez pas annulé, vous risquez de continuer à payer. Et Canva en version gratuite est extrêmement complet. Moi, ça fait 4 ans que je m'en sers, toujours en version gratuite. Et c'est un outil qui est vraiment super. Alors, je vous montre, si moi, je voulais réaliser une infographie, voilà, donc là, dans Modèle, j'ai Infographie ici. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, je vais voir, voilà, apparemment, il y a plus de 150 modèles d'infographie déjà existants. Alors, le contenu, en fait, on s'en fiche un peu, si ce n'est que vous avez quand même des modèles qui ressemblent au contenu. Donc là, vous voulez parler de changement climatique, vous avez quelque chose qui est dans les verts avec des images transparentes qui parlent du monde de la nature. Vous avez des choses plutôt informatives. Voilà, en fait, vous voyez un peu là où je veux en venir. Le modèle, je sais pas pourquoi c'est fou, je pense que la page ne charge pas bien. Le modèle ressemble au sujet que vous allez aborder. Donc là, imaginons que moi, voilà, hop, comme ce que tu décrivais tout à l'heure, Sonia, je veux informer mes participants sur comment s'y prendre pour se lancer dans le legal design. Donc hop, je télécharge, enfin j'ouvre ce modèle, et là, je me retrouve sur une interface d'édition. Donc sachant que voilà, là j'ai d'autres modèles. Si je voulais par exemple ajouter une page et ajouter une page avec voilà, un deuxième autre modèle, donc c'est très très simple. Et je vais venir zoomer. Hop. Le problème, c'est que comme je partage mon écran, je n'ai pas accès à tout. On va faire comme ça. Je vais venir zoomer et je vais venir changer. Donc, par exemple, hop, se lancer dans le legal design. Donc, ça va être assez simple. Et je vais pouvoir
voilà, rapidement changer un petit peu la disposition de mes cadres. Hein, c'est super intuitif. Les choses restent à la bonne taille. En fait, tout est fait pour que vous n'ayez pas à vous soucier du design global de ce que vous êtes en train de réaliser. Et ce qui est super sur Canva, c'est que vous avez une banque d'images gratuite déjà au sein même de l'outil. Donc, si demain, là, je veux, hop, on va chercher design, bon, bah, je vais trouver des choses qui sont en lien avec le design. Et hop, ah bah tiens, j'ai envie de la mettre en fond, l'image. OK, donc, par exemple. En l'occurrence, ce n'est pas visible, il faudrait que je change la couleur de mes textes. Mais c'est pour vous donner une idée. Vous avez une banque d'images, vous avez des éléments. Donc là, vous avez une multitude d'outils, de lignes, de carrés, de pictos. Voilà, vous avez des pictogrammes là sur le coronavirus. Mais si je cherche droit, hop, voilà, vous avez tout plein de pictos autour du milieu du droit. Et donc moi, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai cliqué sur le truc gratuit. Sinon, j'ai les choses avec... Enfin, c'est ça le trick qu'il faut savoir. Si vous utilisez des choses qui sont pro, quand vous allez aller ici pour télécharger et que vous avez utilisé des choses pro, ils vont vous demander de payer le téléchargement pour qu'il soit net. Sinon, ils vont vous mettre un filigrane sur les trucs pro. Donc, ça se verra un peu, mais si vous voulez l'imprimer, ça va être moche. Donc, vous activez gratuit. Et là, vous avez tous les trucs gratuits. Et donc, voilà, moi, demain, je vais mettre ce picto. Hop, j'enlève celui-ci, je mets celui-là, je le mets à la bonne taille, je le mets en blanc. Voilà, vous avez compris en fait tout ça. Et donc derrière, vous pouvez les télécharger. Toutes les pages, vous avez PDF ou impression qui marche très bien. Et si jamais vous vouliez aller beaucoup plus loin et faire des éléments graphiques, mais ça ne sera pas l'usage, vous devriez payer. Mais donc, vous comprenez bien que l'outil est extrêmement maniable sans le payer. Donc ça, c'est pour la partie infographie. Franchement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Canva. C'est d'aller sur Canva et d'aller tester, ouvrir des choses, le faire pour vous, pour votre perso, vous amuser, faire un petit, je sais pas moi, un truc à accrocher sur le frigo, enfin un truc tout simple, juste pour vous éclater et comprendre un peu comment vous pouvez toucher du doigt ce genre d'outils et vous améliorer. Autre chose qu'on peut faire, c'est les vidéos. Alors là, pareil, je vais aller chercher hop, un modèle de vidéo. Et donc là, vous allez pouvoir faire des vidéos, voilà, vous avez des modèles différents en fonction de si c'est de la vidéo informative, voilà, vous avez des trucs pour l'anniversaire, des trucs un peu avec des recommandations. Quand vous passez la souris dessus, vous avez une prévisualisation. Voilà, donc là, typiquement, ça va être une vidéo de ce que je comprends un peu tuto. Alors celle-ci, elle est payante peut-être parce qu'elle est un peu... je ne sais pas si je peux sélectionner gratuit ici, mais bon, vous le voyez à droite. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel modèle de vidéo. Moi, j'avais commencé hier un modèle qui doit être dans mes designs ici, histoire d'éviter tous les temps de chargement. Hop. Ça y est. Je ne sais pas pourquoi, je crois que j'ai un Wi-Fi un petit peu... J'espère que vous m'entendez bien, que ça ne coupe pas trop. Donc là, par exemple, j'avais pris un modèle où normalement, c'était un truc sur apprendre à faire de la photo. Voilà, c'était Start Your Education from Anywhere. Donc, c'était même pas ça. J'avais chopé le modèle. Et derrière, vous pouvez donc prendre... Là, j'ajoute une page. Bon, bah tiens, j'ai envie de prendre cette page-là. Et je vais pouvoir... Elle va être là et je vais pouvoir tout simplement, pareil, modifier. J'écris « Je veux ». Hop, ça se met évidemment dans la bonne forme. Voilà, vous pouvez donc du coup changer un peu la taille. Vous avez compris, en fait, c'est vachement maniable. Et je peux également changer l'image qui est derrière. Donc ici, je peux changer la taille de ma séquence, si je veux qu'elle dure 4 secondes. Hop. Je peux aller changer l'image qui est derrière. Donc là, je vais dans Photo. Je choisis une autre image. Voilà, par exemple, je vais mettre celle-ci. C'est celle-ci qui va se mettre en fond. Donc, c'est extrêmement simple, on est d'accord? Moi, je vous fais apprenez à faire des vidéos Canva. Étape 1, filmez vos contenus. OK. Étape 2, allez sur Canva et amusez-vous. Voilà. Hop, ici, je trouve que ça ne rend pas bien. J'écarte un petit peu. Tac.
Étape 3, et donc vous pouvez en fait faire quelque chose de super simple comme ce qu'on a vu dans le cadre des infographies, quelque chose qui décrit les différentes étapes, les différentes personnes que vous pouvez solliciter à différents moments en fonction de, voilà, des litiges, des différents. Encore une fois, moi, je n'ai pas le langage. Moi, je suis l'experte plutôt outils, design et expérience utilisateur. J'ai moins l'expertise du droit, comme vous l'aurez compris. Est-ce que là-dessus, déjà, quand je vous montre cette utilisation de Canva, ça vous paraît déjà beaucoup plus accessible? Ou est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles je me propose de répondre à l'instant? Ah ben, on a une question de Rosiane, mais Sonia, je vais te laisser réagir, parce que j'entends que le legal design est réduit à de la simple infographie. Alors moi, juste pour vous expliquer un petit peu, moi je vous présente Canva, parce que c'est un outil qui permet de faire effectivement de l'infographie et de la vidéo. Il y a l'autre pan du legal design qui est celui du langage clair, où là c'est plus avec son client. Comment est-ce que dans ses restitutions, dans ses actes, dans ses conventions, on est clair et on apporte quelque chose au client de compréhensible. Là, moi, ce n'est pas de mon ressort. Mais il y a également cet aspect-là du legal design, comme tu l'expliquais, Sonia. Je n'ai pas entendu la question de Rosiane. Donc, Rosiane dit, en écoutant Mélissa, j'ai un peu l'impression que la démarche du legal design est réduite à de la simple infographie et de jolis dessins. Il me semble que c'est plus que ça. Non, c'est plutôt une posture intellectuelle à bâtir et traduire visuellement ensuite. Absolument, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, là, c'est l'outil que tu donnes de la partie simplifiée, entre guillemets, le process un peu simple et facile, parce qu'on sait qu'en faisant une infographie ou en faisant voilà, des choses jolies, c'est aussi compréhensible, mais ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'est vraiment toute une démarche depuis l'utilisateur jusqu'au projet final. Et le projet final, ça peut être de faire des conclusions pour un magistrat. L'utilisateur final, ça peut être le magistrat à qui on veut faire comprendre un dossier complexe. Ça peut être notre client qui a besoin effectivement d'être accompagné dans une démarche. Ça peut être, voilà, et c'est effectivement le langage clair fait partie de cette thématique. Et après, c'est la carte de l'empathie initiale, c'est-à-dire se poser la question de qui est notre utilisateur, mais de façon profonde, c'est-à-dire quels sont ses blocages, quelles sont ses envies, quels sont ses besoins, avec quoi il est à l'aise et qu'est-ce qu'il attend de nous. C'est-à-dire que ce que j'expliquais aussi, c'est qu'en fonction du client qu'on a, il y a des clients qui veulent tout faire de A à Z et avoir un accompagnement minimal, juste peut-être de la direction et du choix, puis il y en a qui veulent être accompagnés de bout en bout. Donc, l'utilisation après du process, c'est pas le même. Donc, effectivement, il faut bien se poser la question des besoins initiaux pour après enclencher cette fameuse roue qui va permettre après d'utiliser tout un tas d'autres techniques. Et le legal design, entre guillemets, infographie, fait partie de cette technique. Mais c'est évidemment plus profond puisque notamment, c'est à viser de simplifier des contrats, notamment des conditions générales de vente, par exemple, pour un client. Tout à fait. C'est la roue que tu nous présentais, que je suis en train d'essayer de vous repartager là, vous la mettre sous les yeux, la roue que tu nous présentais au début, qui montrait bien le processus itératif, qui est en fait vraiment comprendre le besoin du client et s'adapter. En fait, si on résume, c'est ça. D'ailleurs, on s'adapte de différentes façons. Moi, si je donne un peu ma compréhension justement du monde externe, c'est qu'il y a différentes façons de le faire. Il y a la façon avec le client où là, vous pouvez aussi ne pas forcément utiliser d'infographie. C'est carrément aussi simple que de faire une mind map sur un papier avec un stylo pour montrer au client les différents recours, process, étapes, etc. Ça peut être sur l'ordinateur, un peu plus léché. Il y a le fait de le faire en adaptant tout simplement un langage clair au quotidien dans ses restitutions, dans tout ce qui va être dossier écrit. Et là, s'il vous plaît, je vous en conjure, faites-le. Parce que nous, on ne comprend vraiment pas. Et moi, l'analogie qui m'a beaucoup parlé, Sonia, c'est celle du médecin, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion de voir des avocats. Ça ne s'est jamais présenté, mais c'est vrai qu'on retourne chez les médecins qui prennent le temps de faire un tant soit peu de pédagogie et qui nous expliquent, bon, ben voilà, là, vous avez ça parce que ceci, et qui nous montrent sur un schéma ou sur une pièce anatomique, parce que quand on nous dit, on nous sort un jargon pas possible, en fait, en tant que patient, en tant que client, on est désemparé et on a l'impression qu'on n'a pas accès à cette information.
Donc, il y a le langage clair et il y a le dernier pan qui est celui que moi j'ai présenté à travers Canva, mais qui n'est clairement pas la seule façon de faire du legal design, qui est d'apporter à travers notamment les réseaux sociaux, où là, il y a aussi l'objectif de se mettre en valeur, de montrer ce qu'on sait faire, d'apporter à travers les réseaux sociaux du contenu pour permettre de comprendre, pour permettre aussi de faciliter l'accès aux droits, pour que nous, moldus, on comprenne pourquoi est-ce qu'on sollicite un avocat, quand, comment, qu'est-ce qui va se passer. Et auquel cas, là, ça peut passer par des visuels qui sont plus jolis, donc des infographies, des vidéos, des podcasts, qu'est-ce qu'on peut dire, des textes, des publications. Voilà. Et c'est uniquement ce petit pan du legal design que je vous montre sur Canva. Et puis pour tout le reste, il y a justement les organismes de formation qu'on a cités plus tôt, si vous avez besoin d'être accompagné vraiment sur ces sujets-là. Ok, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Je suis désolée, en fait, je suis en plus arrivée en retard, donc my bad. Mais donc, je comprends maintenant de ce récapitulatif. Il y a eu une partie sur le fond, et donc la démarche, la posture intellectuelle, en bonne juriste que vous êtes. Et ensuite, sur la forme, quel outil est-ce qu'on utilise? Comment est-ce que ça se manifeste concrètement, notamment par l'utilisation d'outils comme Canva. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Tout à fait. Mais Rosiane, c'est très bien que tu aies posé la question, ça nous a permis de récapituler ce qui était de toute façon l'objectif en arrivant en fin de présentation. Et puis Alexandre, comme tu le disais au début, hein, les matinales, je vais choisir le mot, les matinales sont filmées et retranscrites, enregistrées et filmées, et donc vous pouvez derrière avoir accès au tout le contenu des matinales, aux slides, et donc vous aurez tout ça à disposition. Absolument, ce sera en ligne dès cet après-midi sur matoc92.com, donc surveillez le site et les réseaux sociaux. Super. Merci à tous pour vos questions, vos interactions. Merci Sonia, c'était super riche d'enseignements, même pour moi, avec un langage clair, comme d'habitude. J'essaye. Non, mais je vais juste rebondir, si tu permets, sur ce que vas-y. C'est qu'en fait, ce que je trouve intéressant, c'est les quatre, la roue évidemment que je vous ai montré, mais il y a 4 interactions dans le legal design qui sont inhabituelles. C'est effectivement le côté technologie avec les outils, le côté design, c'est-à-dire plutôt création de services. Le grand mot en ce moment, c'est engageant, que moi j'aime pas parce que c'est la reprise de l'anglais, mais c'est plutôt attrayant. Donc, c'est quelque chose de pratique et d'attrayant. C'est l'expertise juridique, et ça, on sait faire. Et puis, c'est la psychologie comportementale du client. Et donc, effectivement, c'est la mise ensemble de tous ces points pour faire au milieu quelque chose de compréhensible et du langage clair. Ok, très clair. Mais merci Sonia, c'était super instructif. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire remonter par mail. On va toujours échanger à ces sujets. Et puis on vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bon appétit peut-être. Oui, bon appétit, bon après-midi. On vous donne rendez-vous pour les prochaines matinales le mois prochain. Et au mois de juin, la prochaine matinale sera on vous expliquera comment animer un webinar, justement, qui est un canal de communication intéressant en ces temps de pandémie, de crise sanitaire, de distanciel. Donc, vous assistez à des webinars, mais pourquoi ne pas également en créer pour communiquer avec vos confrères, vos clients, vos futurs clients. Voilà, le processus continue. 15 avril. Exactement. Voilà, merci à tous. Bon après-midi. Super, merci Alexandre, merci Mélissa. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.